Merci, docteur Jehan. En fait, avant de passer la parole à notre collègue professeur Jeffrey, qui est le dernier conférencier aujourd'hui, je profite pour remercier ici les conférenciers, professeur Didier Chos et professeur Hassan Ghazal, qui ont montré un monde minuscule, un monde microscopique, mais grandiose, majestueux en termes d'effet sur le corps humain. Donc, surtout en cas de pandémie Covid. Un grand merci également à monsieur le professeur Bour qui a enrichi notre rencontre, qui a soulevé des questions très intéressantes à propos de l'obésité et le Covid-19. Alors, le dernier conférencier aujourd'hui, c'est M. Ali Jeffrey. Donc, Ali Jeffrey, c'est un enseignant-chercheur à la fac de médecine de l'Université des sciences de la santé. M. Jeffrey a obtenu son doctorat en nutrition humaine en 2013 à Casablanca. Donc, c'est un cher collègue, mais tout juste, ça veut dire de mon bureau, donc on se revoit chaque jour. Je vous donne la parole, professeur Jeffrey. Merci, cher ami. Je remercie à travers toi les organisateurs pour leur initiative d'avoir organisé ce webinaire. Et je les remercie également pour leur aimable invitation. Je remercie également les autres intervenants, les collègues et nos maîtres, pour les présentations qui sont très intéressantes qu'ils ont présentées. Pour ma part, je vais toucher un sujet qui est un peu différent, donc, et qui nous a grandement préoccupés pendant les premiers mois du confinement et le premier mois de l'état d'urgence et qui, surtout en ce qui concerne l'état de la sécurité alimentaire et le sens d'insécurité alimentaire que la population, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde, a pu ressentir. Et ça s'est manifesté généralement sous différentes formes. Donc, la première des formes, donc, l'incapacité d'acquérir assez de denrées alimentaires, surtout chez les populations qui sont les plus vulnérables. Et ça, on l'a vu donc, dans beaucoup de reportages, donc, sur la presse et des témoignages. Même avant l'état d'urgence, le sens d'insécurité alimentaire s'est manifesté chez la population par un acharnement et une panique dans le stockage des aliments, donc des aliments qui n'ont pas toujours été des aliments qui sont bien appropriés à l'amélioration de nutritionnelle et le renforcement de l'immunité chez ces gens. Ça, d'un premier point, mais de l'autre côté, c'est le fait que cette manifestation, ou bien cet acharnement ou ce stockage des aliments par les gens qui avaient les moyens à, en quelque sorte, empirer, aggraver la situation qui est vulnérable, dans le sens où ça a fait basculer le marché par l'épuisement de certaines denrées alimentaires lors de la première semaine de la déclaration de l'état d'urgence. Et ça a été préoccupant. Je dirais que pour le Maroc, l'avantage, c'est que la déclaration ou le confinement, la période de confinement a coïncidé avec le début du mois de Ramadan. Elle a précédé quelques temps le début du mois de Ramadan et
comme le veut l'habitude, le gouvernement se prépare chaque année à ce mois par le stockage des produits de première nécessité, ce qui fait que l'utilisation de ces denrées alimentaires n'a pas vraiment affecté grandement une assez grande tranche de la population. Donc, la deuxième chose qui nous a préoccupé, c'est vraiment les changements des habitudes alimentaires. Donc, il aurait pu aussi bien changer dans un sens négatif que dans un sens positif. Donc, la première manifestation qui était la plus évidente et qui touche la population qui est la plus précaire, c'était l'insuffisance alimentaire qui est due soit au manque de moyens ou à l'incapacité d'acquérir assez d'aliments. Et la conséquence qu'on craignait par rapport à ça et qu'on craint toujours par rapport à ça, c'est vraiment la dénutrition et les carences chez cette tranche de la population, surtout chez les groupes qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Le deuxième scénario qu'on a imaginé, c'était un changement dans un sens positif, dans le sens où, vu la transition alimentaire que a parlé professeur Gour et dans laquelle nous vivons, le monde alimentaire au Maroc a changé de telle sorte à ce qu'on ne consacre pas autant de temps à la préparation et à la prise alimentaire. Et c'était l'occasion peut-être pour la tranche de la population qui était confinée d'adresser cette question en prenant le temps de choisir les aliments qu'elle allait consommer, en prenant le temps de préparer des repas qui sont équilibrés et améliorer ainsi son profil nutritionnel. Le dernier scénario, c'était vraiment concernant l'impact du manque des connaissances culinaires sur le changement des habitudes alimentaires, surtout chez les personnes qui sont habituées à la restauration rapide. Et quand je parle de restauration rapide, je parle vraiment je ne limite pas au fast-food, toute personne qui ne prépare pas elle-même ses repas, mais qui aussi bien chez les fast-food ou bien chez les restaurants. Donc, tous ces scénarios peuvent ou auraient pu affecter ou influencer les changements des habitudes alimentaires, peut-être dans un sens positif qui va améliorer le profil nutritionnel ou dans un sens négatif qui va augmenter amplifier les carences nutritionnelles. La dernière chose, et ça, je pense que le professeur aussi bien que les autres intervenants en ont parlé, c'est vraiment l'effet de la sédentarité sur le changement du mode de vie et les répercussions qu'ils auraient pu avoir sur la santé, notamment l'obésité et les maladies chroniques. Il faut savoir que le Maroc s'est inscrit avec les Nations Unies pour atteindre certains objectifs. Donc, auparavant, c'était les objectifs du millénaire et maintenant, c'est les objectifs de développement durable concernant la diminution de la pauvreté, de la famine et la diminution des maladies chroniques. Il va sans dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on ne va certainement pas pouvoir atteindre ces objectifs, d'où la nécessité de faire des études d'évaluation pour voir quel est l'état des lieux aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait au départ de la période de confinement, c'est qu'on s'est intéressé aux aspects du confinement sur les comportements alimentaires et comment les gens ont pu se familiariser ou réagir par rapport à ces contraintes. Donc,
chose qui ne nous a pas surpris, c'était qu'une grande partie de la population s'est mise à stocker les denrées alimentaires, notamment les céréales, les légumineuses et les produits en conserve, c'est-à-dire les produits qui sont non périssables et des produits qui pouvaient conserver sur de longues périodes. Le problème, c'est que ce confinement et cet état d'urgence s'est répercuté sur l'alimentation de la population. Tout d'abord, une grande partie de la population avait soudain une alimentation moins diversifiée, d'accord? Soit par manque de moyens ou bien par manque d'accès à ces aliments, et ce qui a fait que les prises ou la fréquence des prises alimentaires a diminué pendant les premiers mois de ce confinement. Pour compenser cet état d'insécurité alimentaire, les gens, ils ont dû se baser sur des aliments qu'ils ne préféraient pas particulièrement, comme à réduire la fréquence et la quantité des portions alimentaires. Et on a remarqué que les personnes qui étaient les plus touchées, ce sont les personnes qui étaient atteintes de maladies non transmissibles en premier lieu, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Donc, généralement, aujourd'hui, de nos jours, on parle beaucoup d'obésité et de maladies non transmissibles parce que la population est obèse et il y a beaucoup de maladies non transmissibles et 80% des mortalités sont dues à ces maladies non transmissibles au Maroc. Donc, ce qui fait que on a tendance à oublier la sous-nutrition ou la dénutrition et ses conséquences sur la santé, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Il ne faut pas oublier que la conséquence d'un faible apport protéique est très grave sur l'état de santé des gens. Donc, si on prend l'exemple des maladies infectieuses, donc chez les enfants de moins de 5 ans, une très grande partie de la mortalité qui est due à ces maladies infectieuses, plus que la moitié, on va la trouver chez les personnes, chez les enfants qui ont une dénutrition, qui ont une malnutrition qui n'atteignent pas les apports protéiques recommandés. Donc, la relation entre apport protéique et gravité des maladies infectieuses a été longuement étudiée par les études d'observation chez l'homme et elle a été également prouvée grâce à des études expérimentales chez l'animal. Donc, les expériences chez l'animal, donc chez des souris, ont montré que la sévérité de certaines infections respiratoires comme le virus de la grippe A ainsi que la tuberculose, elle est très associée aux apports protéiques. Donc, quand on compare des souris qui ont un régime qui est pauvre en protéines, on a vu que la sévérité de la grippe A est plus importante. Oui, donc je viens de voir professeur Jfel, il a un problème de connexion, donc ils ont perdu la connexion là où il donc, est. en attendant que Dr Jfri nous rejoigne, oui, donc, donc je vais en profiter encore pour souhaiter la bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Nous avons dépassé le timing, mais je vois que les sujets qu'ont débattu nos experts donc, intéressent quand même pas mal de gens. Je reconnais beaucoup de visages que je n'ai pas vus, ça fait longtemps, mais bon. C'est vrai qu'avec cette Covid-19, nous avons appris à utiliser Internet, comme on dit, et à utiliser à bon escient nos appareils, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. Je vois aussi qu'il y a des gens donc d'Algérie, de Tunisie, d'Italie, de Belgique et de France. Donc, tout le monde a répondu présent et donc on peut dire que c'est un webinaire méditerranéen. Bien sûr, je n'oublierai pas les Marocains et les Marocaines qui sont avec nous.
J'espère vraiment qu'on se reverra bientôt, pourquoi pas dans un autre débat qui puisse un tout petit peu nous interpeller sur d'autres façons d'appréhender les choses dans notre vie quotidienne. Donc voilà, donc on attend toujours notre dernier conférencier, Dr Ali Jeffrey, Donc, il est en train de se qui connecter. parlait, voilà, qui parlait de la crise nutritionnelle justement et enfin comment à travers tout le monde on avait assisté à ce déferlement de personnes sur les supermarchés, ce besoin d'avoir des provisions en excès qui, outre donc sa signification par rapport à la pandémie, ouvre aussi des champs sur les études de la sociologie des personnes en période de crise et touche aussi ce qu'on appelle l'immunité psychique. Et que l'idée de d'organiser ce webinaire, c'est vrai, il est venu avec la crise Covid, surtout c'est une crise nutritionnelle. Et les gens, ils ont commencé à se poser des questions. On va trouver la vitamine C, on va trouver le zinc. Il y a beaucoup de gens qui parlent à droite et à gauche sans fondement scientifique. Là, c'est le rôle des médecins d'intervenir pour encadrer la population et les malades. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le traitement du Covid, le principe c'est la vitaminothérapie, c'est des compléments alimentaires qui vont agir dans le sens de limiter la multiplication virale, réduire le stress oxydatif et améliorer l'immunité. Et l'immunité, c'est une immunité qui est physique, biologique, qui est soutenue par une immunité psychique, comme vous avez dit. Et on a remarqué que les malades qui sont stressés, ils s'aggravent dans leur Covid. Ça veut dire qu'il aggrave leur état inflammatoire et l'état biologique. Donc, ce qui fait les gens qui gardent quand même un certain degré de contrôle psychique, il évolue très bien. D'ailleurs, on préfère mettre les patients sous antihistaminiques et sous tranquillisants en quelque sorte pour réduire le stress dû à la maladie. Deuxième des choses, on a remarqué que les patients Covid, ils font un amaigrissement post-infection Covid. Il y a plusieurs théories dans ce sens, mais pour les patients obèses, ils perdent énormément de leur immunité après une infection Covid. La théorie la plus plausible, on parle d'une sécrétion exagérée de TNF, Tumor Necrosis Factor, qui agit sur l'appétit aussi. Donc, en réalité, c'est un syndrome inflammatoire aux tempêtes cytokiniques, parce que le virus, il intègre la cellule plaquettaire, par exemple, et il active les plaquettes, la thrombose, donc le choc cytokinique, libération des cytokines, donc un syndrome inflammatoire incontrôlable si on ne maîtrise pas dès le départ. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le Covid. Donc, c'est le rôle des praticiens et des gens et des enseignants pour informer les gens qui désirent avoir une petite formation. Parmi les remarques que j'ai relevées dans la discussion des participants, donc nous avons avec nous, je pense, Dr Mourad, c'est ça, Monsieur Mourad de Fès. De Fès, exactement. Bonsoir. Et vous avez souligné le fait qu'il est nécessaire d'adapter au contexte marocain, notamment au contexte de chaque pays, les conduites à tenir concernant la nutrition et la micronutrition. C'est ça. Vous avez parlé de l'ben, vous avez parlé, voilà. Je pourrais intervenir pendant moins d'une minute. C'est que ce qui m'a attiré l'attention par rapport à l'impact du Covid au niveau mondial, c'est quand même Ceuta et Melilla, les villes qui sont marocaines et qui n'ont rien à voir avec l'impact qui a touché l'Espagne et le reste de l'Europe occidentale. Et donc, j'avais fait une petite analyse assez, je dirais, simple. C'est qu'il y a plusieurs facteurs, parmi lesquels le côté génétique, bien sûr, parce que plus de 50% des habitants de Melilla et Ceuta sont des Nord-Africains, donc ils auraient génétiquement un microbiome similaire au nôtre. Puis, il y a leur nutrition. N'oublions pas qu'ils consomment plus de 70% de leur nourriture à partir d'une origine marocaine, et même l'eau et l'air, je dirais même. Et puis, l'autre point important qu'on a soulevé dans la mortalité du Covid, c'est le facteur âge. Alors, il faut rappeler qu'au Maroc et à Melilla et Ceuta,
le pourcentage des personnes qui dépassent 65 ans, c'est autour de 7%. Alors qu'en Espagne et le reste des pays occidentaux, c'est 20%. Pardon, c'est 13 à 20%. Alors, l'autre facteur, ce sont les 10 premières causes de mort, de mortalité en Europe et au Maroc. Elles diffèrent. Et je souligne l'importance des maladies cancéreuses en Occident, qu'on retrouve beaucoup moins chez nous. Alors, l'autre facteur, c'est la consommation d'alcool. Nous consommons, je dirais bon, entre guillemets, nous consommons, c'est les chiffres qui le disent, nous consommons 0,6 litres par année par personne, alors qu'en Europe occidentale, on consomme 13 litres d'alcool pur par personne. Donc, ça, c'est aussi lié au problème de la cirrhose, qui est une des causes, des 10 causes de mortalité en Espagne et qui ne figure pas dans les autres pays européens. Donc, cancer, consommation d'alcool, personnes âgées, le pourcentage des personnes âgées est très élevé, au-delà de 65 et 80. Donc, tout ça m'a fait penser à un apport nutritionnel pour chercher une solution. Donc, la solution, j'ai mis le doigt sur le ben et le lait de chamel. Il y a des articles publiés sur ce sujet. Le ben et le lait de chamel pourraient apporter une solution fonctionnelle à ce problème. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre rapport et pour votre interaction. Je pense que Dr Ali Jafri est de retour parmi nous, voilà. Et donc, il va continuer sa présentation, je pense, et conclure et finir, Inch'Allah, avec de belles D'accord. Merci et désolé pour le problème technique. Donc, je suis là sur mon téléphone. Je ne sais pas si je vais pouvoir partager avec vous ma présentation. Donc, peut-être que je partagerai juste les points qui sont les points principaux que je voulais partager avec vous. C'était que la constatation aujourd'hui dans le traitement ou bien dans la prise en charge ou de la prévention du Covid, c'est vraiment, elle se focalise sur la supplémentation en vitamine C, en vitamine D et peut-être en zinc. On oublie quelque temps que tous les effets, toutes les études qui ont prouvé ces effets qui sont associés à ces vitamines, elles sont faites, c'est des personnes, entre parenthèses, qui sont saines, donc qui ont un profil nutritionnel qui est ça. Donc, quand on fait des études, on évite de prendre des personnes qui sont, entre parenthèses, malades, qui ont un profil nutritionnel qui est altéré, soit que ce soit une dénutrition ou autre. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, quand on fait cette prise en charge, ou quand on fait cette recommandation, il ne faut pas oublier l'apport protéique qui est très important, pas seulement du point de vue quantitatif, mais également du point de vue qualitatif. Donc, il y a des protéines qui sont plus anti-inflammatoires que d'autres, notamment les protéines d'origine végétale qui ont des propriétés anti-inflammatoires, alors que les protéines d'origine animale sont pro-inflammatoires à cause de leur composition en acides gras saturés. La même chose pour les lipides. Hein. Donc, les lipides, il y a des acides gras qui sont qui ont des propriétés anti-inflammatoires, comme les oméga 3 et les oméga 6. Mais notre alimentation, maintenant, aujourd'hui, elle est plus riche en acides gras trans qui sont pro-inflammatoires. Aussi pour les glucides, donc les fibres alimentaires, professeur Schoss en a parlé tout à l'heure, et leur rôle dans la santé du microbiote. Donc, les fibres alimentaires jouent un rôle très important dans l'aspect anti-inflammatoire dans notre alimentation, et la consommation des fibres alimentaires, elle est très faible chez la population. Elle n'atteint même pas les 50% des recommandations, et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait cette recommandation de prendre de la vitamine C, de prendre de la vitamine D et de prendre du zinc, les gens, ils sont un petit peu frustrés parce que
Tout d'abord, si on prend l'exemple de la vitamine C, apparemment, elle est en rupture de stock ou quelque chose comme ça sur le marché. Et le problème qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut associer ça à ces macronutriments. La même chose, maintenant, il y a les vaccins qui arrivent et l'efficacité de ces vaccins, elle est plus comment dire, elle est plus efficace quand elle est associée à un profil nutritionnel qui est très important, qui est très sain, qui est autant du point de vue protéines, parce que la production de ces anticorps, elle va nécessiter quoi? Elle va nécessiter des acides aminés. Et quand notre alimentation, elle ne contient pas les acides aminés qui sont appropriés à la production de ces anticorps, donc la réponse immunitaire, elle va être moins importante, elle va être moins efficace. La même chose pour les lipides. Donc, certains lipides, ils jouent un rôle de médiateur. Certains lipides, ils jouent un rôle sur la signalisation cellulaire. Et certains lipides, certains acides gras, ils ont un rôle sur l'expression des acides nucléiques et l'expression nucléaire. Donc, je pense que dans ce sens, il faut vraiment mettre le point sur ça. Donc, ne pas seulement se focaliser sur les micronutriments, il ne faut pas oublier l'apport en macronutriments également. Et merci. C'est à toi, Bakali. Merci beaucoup, c'est Ali. Donc, c'était malgré donc, le petit problème de réseau, donc c'était vraiment intéressant votre intervention. Effectivement, donc il faut prendre en considération donc tout ce qui est la prise en charge, ce qui est donc médicaments, ce qui est nutrition, macronutrition, micronutrition. Et là, j'aimerais bien donc discuter un petit point donc soulevé par M. Al-Asra, donc de PES, donc il parlait de la région de Ceuta et Melilla. Effectivement, c'est la même donc, observation que nous avons fait. Nous avons fait Najib, donc on a discuté longtemps ce phénomène. Et malheureusement, on a pensé à la même chose d'une région au nord du Maroc, la région de Sousse. La région de Sousse, au début de la pandémie, il y avait presque rien. Donc, il n'y avait pas il n'y avait pas d'infection dans cette région. Peut-être on a pensé, voilà, peut-être il s'agit des habitudes nutritionnelles. Par exemple, la région de Sousse, elle consomme assez d'huile d'argan. Donc, l'huile d'argan, c'est très riche en vitamine E. Et l'association de vitamine E et vitamine C, entre parenthèses, vitamine C, partout, donc persil, le poivron, donc le citron, etc. D'accord? Donc, ça donne une très bonne activité antioxydante. D'accord? L'alcool, la consommation de l'alcool, bien sûr, il va causer plusieurs pathologies. Parmi les dégâts que cause l'alcool dans le corps, c'est le stress oxydatif. Alors, association de stress oxydatif au microbiome, à l'infection, donc ça va aggraver donc l'état pathologique des patients. D'accord? Donc, on a pensé à ça, mais il faut quand même, il faut creuser encore plus. Malheureusement, donc, cette hypothèse vue après l'El-Kibir, donc ce qui s'est passé au Maroc après l'El-Kibir, donc, on avait quand même de l'infection, même la région de Sousse qui a été protégée entre parenthèses, d'accord? Donc, il y avait assez de charge virale, donc il y avait assez d'infection. Voilà ce que je pense. Je remercie le professeur Jeffrey, encore une fois, d'accord, et je donne la parole à vous, docteur Bouchard. Merci, plaisir. Donc voilà, moi je vais encore donc remercier l'assistance et toutes les personnes qui qui sont encore avec nous. Je suis désolée pour les personnes qui sont restées dans le couloir, malheureusement. Je sais que quand on était à 100, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu entrer.
Alors, sinon, je vais remercier donc encore une fois nos orateurs. Je commence par le talentueux et jeune Ali Jfri. D'accord. Oui, c'était une présentation succincte, mais elle véhiculait beaucoup de messages. D'accord, sur justement cette crise nutritionnelle que nous avons vécue. Et elle a aussi montré c'est-à-dire elle appelle plutôt une étude sociologique aussi de notre contexte et du contexte international devant des crises pareilles et devant cette anxiété qui accapare les gens. Alors, je commence donc par te remercier, si Ali Jfri, puis je remercie notre cher professeur Bour qui est resté avec nous. Pour la richesse de sa présentation et pour sa générosité et ses invitations, ou un appel à ce qu'il y ait une collaboration entre les différentes éléments présents ici, comme on dit, et toutes les personnes scientifiques qui veulent aller de l'avant. Inch'Allah. Je remercie notre grand monsieur Hassan Ghazal, professeur Hassan Ghazal, qui nous a présenté aussi généreusement des bribes de l'étude qu'il a menée avec son équipe. Et je n'oublierai bien sûr pas de remercier Dr Didier Chauss pour son intervention ce soir avec nous. Walakin je tiens d'abord à remercier l'équipe de la Soma Mekmer et à leur tête. C'est-à-dire l'instigateur ou celui qui a eu l'idée d'organiser ce webinaire et qui nous en a parlé en tout premier, c'est docteur et prof assistant Najib Idrissi, que je salue très fort. Je remercie beaucoup. Hein. Voilà, je remercie beaucoup. Professeur Elbour, vous avez lancé un appel. Le prochain webinaire, ce sera comment vieillir en bonne santé. Magnifique. Soit comment vieillir bien. Voilà, on va le faire. Ça, Inch'Allah, c'est adjugé. Comment réussir son vieillissement. Alors, je remercie. Parce que nous vieillissons au Maroc, mais nous vieillissons mal. Hein. Alors, c'est que dans tous les foyers, vous trouvez quelqu'un d'hypertendu, diabétique, etc., plein de médicaments, mais il vit. C'est un mort vivant parce que c'est la rupture, comme a dit Ali. La qualité de vie. Voilà. Tout à fait. Alors, je remercie Lalla Jihan, notre cheville ouvrière et notre chère trésorière de la Soma Mekmer. Et je remercie également un grand scientifique avec nous, c'est professeur Al-Baqqali, donc Fadel Baqqali, qui est enseignant à l'université, à la faculté de médecine de Cheikh Khalifa. Et je remercie aussi les autres membres de l'association qui n'ont pas pu être avec nous, d'accord, mais ils avaient des circonstances qui ne leur a pas permis donc d'être avec nous. Et je profite donc encore une fois pour vous dire encore merci. Inch'Allah, les prochaines rencontres seront aussi riches, Inch'Allah, c'est ce qu'on vous promet. Donc à très très bientôt et merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Merci.